Bienvenue à toutes et à tous sur votre émission dominicale Wikeco. En septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies adoptait à l'unanimité de ses États membres son agenda 2030. 17 objectifs du développement durable avaient été définis. Un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, renforcer les systèmes de santé nationaux, lutter contre le changement climatique, voire créer des emplois. 7 ans après la prise de cette décision, quel bilan peut-on faire aujourd'hui, notamment au Bénin, sujet au menu du décryptage. Et avec la rentrée scolaire démarrée le 19 septembre dernier, se pose désormais la question des apprenants ayant redoublé. Ils sont notamment nombreux à devoir reprendre le chemin des classes, souvent à contre-cœur. Une situation qui leur fait parfois croire, ou plutôt qui leur laisse croire que leur situation de doublant entre griffes est un avantage. Entre désinvolture, mauvaise fréquentation et parfois même laisser aller, le risque est grand de reprendre les mêmes erreurs durant la nouvelle année. Quel comportement donc devrait avoir un redoublant? Comment son entourage devrait également l'accompagner à mieux appréhender cette nouvelle année? On en parle dans le dossier de la semaine avec notre invité. Voilà le menu de Wikeco de ce dimanche. À présent, direction la rédaction pour le mini-journal. Un nouveau visage y fait son apparition. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeco. Merci de nous préférer. On démarre par ces jeunes femmes passionnées par le métier du numérique. Leur tranche d'âge, 18 à 30 ans, elles désirent être des actrices du développement. Et cette ambition s'est traduite par une formation au leadership et au métier du numérique. Objectif, les aider à atteindre l'indépendance financière. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale. Voici le reportage de Elvis Tchakpe et Cédric Sosouagbo, présenté ici par Ulvaeus Balogun. Aujourd'hui dans le monde, plus de 630 millions de jeunes, la majorité étant des filles, sont sans emploi, sans formation et sans éducation. Une situation qui altère leurs perspectives d'avenir et les rend impuissantes face aux enjeux du développement. Pour renforcer leur résilience, 6 mois de formation ont été consacrés à ces jeunes femmes à travers le Digital Women Academy. Alors, le Digital Women Academy est un programme de réinsertion des jeunes femmes. De réinsertion dans le sens où nous voudrons leur assurer une insertion professionnelle et également partie d'elles pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Il s'agit donc, à travers ce programme, de leur donner les clés pour développer leurs projets et ainsi participer pleinement à la croissance économique du pays. Nous avons reçu cette formation pendant 6 mois, de février à juillet. Nous y avons appris l'initiation au community management, nous y avons appris la maîtrise de logiciels de base comme Photoshop et Illustrator pour faire du graphisme. Nous y avons appris également comment faire un lancement de produits. Nous avons également reçu des formations qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que les soft skills et comment avoir confiance en soi en tant que femme leader. Un nouveau jour qui se lève pour ces femmes désormais aguerries sur les questions de leadership féminin et les opportunités qu'offre le numérique en lien avec l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Cette formation m'a beaucoup apporté déjà sur le plan personnel. J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai surtout développé ma confiance en moi. Je sais comment fondre au travers du numérique. Cette formation m'a permis de rencontrer des personnes inspirantes. Cette formation me permettra de démarrer des activités en tant que freelanceuse et de trouver des contrats. Cette initiative participe donc des efforts engagés dans la lutte pour la réduction des inégalités genre ainsi que de la fracture numérique. Et nous restons toujours avec la junte féminine, méfiance et manque de considération. Voilà le regard de la société sur les femmes journalistes au Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité et au savoir-faire. Quelles peuvent bien être les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes? Élément de réponse dans ce reportage de Kinette Sagbo, présenté par Sabirat Ao.
Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail et pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG, donc c'est une femme facile, donc c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où? Elle se prend comme qui? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Non, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, mères de foyer, très correctes et admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace, et que vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. Et puis une note musicale pour finir, 36 ans de carrière pour 40 ans d'âge, c'est quelque peu intriguant. Pourtant, ailleurs et davantage dans l'art, la valeur n'attend point le nombre des années. Anna Teko, la sublime voix du gospel international, a comblé le public du Palais des Congrès de Cotonou. C'était le week-end dernier, à l'occasion de ses 36 ans de carrière. Vous voyez les temps forts résumés ici par Rodrigue Babawetu. C'est une soirée riche en couleurs et en sons, faite de tableaux aussi imprévisibles qu'envoûtants. Enlevé de rideau, l'union des chorales des jeunes de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Un enchaînement annonciateur du délice de la soirée. Voici Anna Teko! Je viens te rendre toute la gloire parce que toi seul es digne. Anna Teko, 36 ans de carrière pour 40 ans. Elle est bénie, tout simplement. Une musique évangile, c'est un message qui fédère croyances, générations et origines autour de valeurs divines. Anna Teko, c'est aussi une orchestration charme qui déchaîne des élans de gratitude à l'endroit du Créateur de toutes choses. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Le concert est fini comme ça. Deux prestations chargées de surprises et d'émotions avec une transition qui atteste de la qualité de la relève. N'ai plus de temps pour une autre page. J'ai encore le courage. Il y a quelque chose de plus spécial pour ce concert. Par exemple, mon cœur n'a jamais battu autant quand je suis sur le piano. Avec Anna et les enfants, on travaille beaucoup à la maison. Et de voir le résultat devant le public, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle de se dire que ça paye.
les efforts, l'entraînement, le travail en famille, ça paye. Dans les rangs des invités tout particuliers, Pierre Loco, vétéran du mythique polyrythmo, Ragbé Sagboran, Richard Flash. C'est à la mesure du dernier concert de la Grande Chantre au Casino de Paris. Mais elle m'étonne toujours autant qu'elle est sur scène et c'est toujours un plaisir. Le côté musical est merveilleux, le côté scénique est encore plus waouh. Quand on voit Anateco sur un podium, on voit sur le podium qu'il y a plein de musiciens. Mais chacun connaît ce qu'il doit faire. Il y a deux guitaristes, mais un guitariste, c'est que dès qu'il commence, l'autre l'accompagne, le soutient. Personne n'est en concurrence. Un concert de célébration, un répertoire alléchant et diversifié. Et pour Anateco, c'est la marque indélébile de 36 ans de carrière musicale à la gloire du tout-puissant Dieu. C'est sur cette note de détente que prend fin le mini-journal de ce dimanche. Ne décrochez pas, restez avec nous. Wikeko continue. À vous maintenant, Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Héloïse Winato, pour ces informations. Et sans plus tarder, on enchaîne avec la revue de presse économique. Amis de la revue de presse économique, bonjour. Rentrée scolaire 2022-2023, le top est donné depuis ce lundi 19 septembre. Le quotidien La Nation nous informe que le gouvernement respectera toutes ses obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans leur cahier de charges, rassure le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Salimane Karibou. C'est ce que les quotidiens, la presse du jour et Le Meilleur ont également relayé. Quant au quotidien, Le Potentiel et l'événement précis, c'est une délégation avec à sa tête le préfet Alain Orunla et le maire Luc Atropo qui ont procédé au lancement officiel des activités académiques dans la ville de Cotonou. Ils ont choisi le complexe scolaire de Bégamé Sud, le CEG Yagbé et le lycée technique de Pondéou. Pour sa part, le journal Fraternité note à sa une que c'est une reprise timide des classes, surtout avec la forte pluie qui s'est abattue toute la journée sur la ville de Cotonou et ses environs. Quittons cette actualité de la rentrée pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin. L'événement précis placarde en manchette le projet de budget exercice 2023, un projet ambitieux, un document soumis à l'examen et au vote des élus consulaires. À ce niveau, La Nation et Fraternité qui ont suivi tous les travaux rapportent que le budget exercice 2023 de la CCI Bénin a été adopté à l'unanimité. Pêle-mêle à présent, les morgues du Grand Nokoué inspectées. Les conditions de séjour de nos morts dans ces lieux préoccupent l'Agence béninoise de l'environnement. La Nation indique qu'il s'agit d'un déploiement d'une mission d'inspection dans les morgues et funérariums du Grand Nokoué. Le top de cette activité a été lancé mardi dernier et va durer 10 jours. Des pluies diluviennes à Cotonou et environ, des routes sous l'eau et le quartier Agla toujours impraticable, affiche à la une Fraternité. Et enfin, scandale foncier à Abomey-Calavi, 2 chefs quartiers arrêtés et gardés à vue, rapporte Le Potentiel. Amis de Wikeko, c'est la fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Je l'annonçais à l'entame de l'émission, en septembre 2015, les États membres du système des Nations Unies définissaient 17 objectifs. Appelés les ODD, Objectifs du développement durable, ils s'articulent autour des problématiques sociales, environnementales et institutionnelles qui doivent être prises en considération afin d'aboutir au développement durable. 7 ans déjà que ces objectifs ont été définis. Où en sommes-nous? C'est le décryptage.
Et en plateau avec moi pour aborder la question des ODD, Hermione Ligan. Hermione, bonjour. Bonjour Horace, bonjour amis téléspectateurs. Alors, je le disais, cela fait 7 ans maintenant que les ODD ont été définis par le système des Nations Unies. On parle de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète, de promouvoir l'égalité entre les sexes et tout ça. Alors, quand vous regardez dans le rétroviseur, 7 ans, est-ce que vous avez l'impression qu'entre-temps, quelque chose a évolué ou on est resté au même niveau ? Alors je ne dirais pas plutôt que quelque chose n'est pas fait, mais plutôt des choses ont été faites. Et tant qu'il reste à faire, on dira simplement qu'il reste encore à faire, tout simplement. Alors, vous voyez déjà vendredi dernier, on a vu la jeunesse béninoise en action, au pied de l'Amazone. Cela veut dire se mobiliser. Cela veut dire en réalité qu'il reste encore à faire. Mais quand nous prenons déjà toute cette semaine, on a eu la rentrée déjà avec la reprise des classes avec le 19 qui fait juste en quelque sorte l'ODD 4 qui nous parle de l'éducation de qualité. Donc on va se poser encore cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut se dire, bomber notre torse pour pouvoir dire quand même qu'on a déjà entièrement une éducation de qualité? Encore un point d'interrogation. On a eu également à la veille, je pense que le 20 également, on a eu la journée internationale du sport universitaire qui nous amène vers l'ODD 3, qui n'est rien d'autre que bonne santé et bien-être également. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont compris réellement la pertinence du sport? Est-ce que beaucoup de parents ont compris en réalité que le sport peut permettre à leurs enfants de devenir en quelque sorte ce que cet enfant aspire à être demain? Ça veut dire qu'il reste encore à faire en termes de mobilisation au niveau des parents dans nos maisons, etc. Et quand on revient par exemple à la journée du 21 également, en dernier, où on a célébré quand même la paix qui nous revient à l'ODD 16. La paix, on dira, c'est parce qu'on est en paix que vous et moi, nous sommes en plateau ce matin. Et s'il n'y en avait pas, on ne pourra pas être ici. Mais il reste encore à faire pour que chacun puisse se dire en réalité, cette paix, je pourrais plonner haut et fort qu'il en existe autour de moi, dans ma maison, dans ma famille et un peu partout. Donc en réalité, si on va faire un bilan pour 7 ans, déjà beaucoup de Béninois ne savent pas en réalité ce qu'on appelle ODD, objectifs de développement durable, qui sont en réalité des objectifs globaux qui ont été, c'est juste un appel universel, comme vous l'avez si bien dit à l'entame, qui vient de l'agenda 2030, qui nous amène en réalité à faire des actions visant à réduire la pauvreté, protéger et garantir quand même une planète qui nous permettra ensemble de pouvoir mieux vivre. Donc en réalité, d'autant plus que le bilan va jusqu'en 2030, on sera en train d'observer. En 2022, il nous reste 8 ans. En réalité, je pense que beaucoup reste à faire. Beaucoup ont été faits, mais beaucoup de choses encore restent à faire. Justement, au nombre de ces choses qui ne sont pas, ou plutôt qui ont plombé la bonne marche des ODD, on a eu cette pandémie de Covid-19 qui est venue plomber un peu l'ODD 3, bonne santé et bien-être, justement, avec cette distribution des vaccins, inégalement même, ça a creusé encore plus les inégalités, ce qui parle justement de l'ODD 10, la réduction des inégalités. Malheureusement, cette pandémie a ralenti l'évolution des choses. Si c'est vrai, au niveau mondial, pas seulement qu'au Bénin, au niveau mondial, on a vu les dégâts de cette pandémie, la Covid-19, qui a quand même réduit beaucoup de choses et a même aggravé les inégalités à divers niveaux. Mais bon, on ne va pas que rester là. On ne va pas que rester là. La preuve, moi j'ai quand même eu la chance de sillonner beaucoup de pays ces temps-ci pendant l'été. Et j'ai vu quand même, on peut, chez nous au Bénin, on peut déjà se dire, être fier de dire que beaucoup de choses ont été faites. Il y a d'autres pays qui ne peuvent pas se comparer à nous. Donc, partant juste de là, on pourra quand même se dire qu'il y a eu des efforts. On salue même le gouvernement pour ce qui a été fait. Mais dans le même temps, on fait un clin d'œil pour leur dire qu'il reste encore assez à faire pour permettre à chaque Béninois de pouvoir se dire en réalité, je me retrouve dans cet appel
Parce que c'est un appel. Ce n'est pas un appel de Horace, ce n'est pas un appel de Hermione, mais c'est un appel mondial, c'est un appel qui concerne chaque Béninois, parce que nous sommes partie prenante aussi de cet appel-là. Et en 2030, on ne va pas dire, moi je ne suis pas béninois, moi je ne suis pas concerné, c'est le Bénin qu'on a évalué et c'est le Bénin qui n'a pas atteint les objectifs. Non, on est tous concernés. Donc chacun en réalité devra mouiller le maillot pour qu'on soit de 2030, qu'on puisse se dire, même si on n'a pas pu atteindre les 17, on a quand même amorcé les tout premiers. Ouais. Il y a fin zéro. Si. Il y a la pauvreté, on ne peut pas réduire la pauvreté totalement. Ouais. Mais on pourra avoir des indices pour se dire en réalité que, mais bon, chaque Béninois quand même arrive à manger. À sa fin, on a essayé de retrouver cette éducation de qualité et qu'on peut une fois encore dire que c'est le quartier latin de l'Afrique, le Bénin. Et voir aussi, parlons justement de la pauvreté, je crois selon les statistiques, le Bénin serait en dessous des 40%, ce qui fait du Bénin le deuxième pays de l'UEMOA, en tout cas, où la pauvreté est la moins élevée. Donc c'est déjà un chapeau. C'est ça. On pourra dire que c'est chapeau. Même si d'autres téléspectateurs vous diront, c'est bien, c'est sur papier. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Mais chacun va y contribuer pour qu'on puisse dire que c'est vraiment la réalité, c'est ce que je puis dire. Et revoir aussi cette question de... Quand on regarde rien que l'Institut national de la femme aujourd'hui, c'est l'ODD 5, l'égalité entre les sexes. On peut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même. Quand on sait que dans ce secteur-là, rien n'avait été fait au départ et que, on va dire, en quelques jours, on a franchi un énorme pas. On peut se dire que beaucoup de choses ont été faites. Et même la semaine surpassée, on a vu les internationaux de badminton au Bénin. Ça fait l'ODD 3. On a eu près de 20 pays ici au Bénin. On a vu beaucoup de femmes recevoir assez de médailles parce qu'elles ont mérité. Pas on leur a donné de médailles. Elles ont mérité. Ça veut dire en réalité l'ODD 3 aussi était en exergue. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On veut encore plus. On veut encore plus. Et je le disais, le Bénin est cité parmi les bons élèves dans la mise en œuvre quand même des ODD. Depuis 2016, il y a un effort majeur qui est fait. 49 cibles prioritaires qui ont été définies. Au point même quand on est arrivé à lancer un eurobond dédié uniquement à l'ODD. Ça prouve l'engagement des gouvernants quand même à la mise en œuvre de l'agenda 2030. En réalité, quand on observe, je suis d'accord avec certains touristes qui font aujourd'hui assez de buzz sur les applications, les réseaux sociaux tels que TikTok et puis même Facebook, etc., qui disent en réalité, faites un tour et descendez au Bénin. Vous allez pouvoir compter le Bénin parmi ces pays développés. D'une manière ou d'une autre, c'est une fierté pour le Béninois, même si on ne veut pas le reconnaître parce que tout le monde ne le reconnaît pas. Mais en réalité, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui. Mais beaucoup reste encore à faire. Et ce bon, c'est à l'actif de tous les Béninois. Ce n'est pas qu'à l'actif d'une seule personne ou de deux personnes. Mais juste à regarder ça, on va juste dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ben non. Il faut qu'on puisse encore voir les autres ODD sur lesquels on n'a pas pu réellement faire quelque chose de quantifiant et pouvoir améliorer ces actions pour qu'on soit de 2030, qu'on puisse se dire, quand on prend les 17 objectifs de développement, même si c'est jusqu'à 12 ou 13 quand même, on y est quand même arrivé. On peut se féliciter et se dire, chapeau. Alors, à part l'eurobond, dont le Bénin est pionnier en Afrique, il y a également ces autres projets comme le projet ARCH quand même, l'assurance maladie, crédit, l'assurance de renforcement pour le capital humain. Il y a également le projet ARCH, donc il y a également les cantines scolaires. Aujourd'hui, on parlait de la rentrée justement. On a les cantines scolaires qui sont généralisées aujourd'hui au Bénin avec plus de 1 million quand même d'enfants qui arrivent à nourrir. Et là, c'est l'ODD 2 qui est ciblé. Alors vous savez que généralement, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à rester dans les écoles aujourd'hui pour la faim. Rien que la faim. Parce que les parents n'arrivent pas forcément à contribuer efficacement, à leur donner ce qu'il faut. Tant déjà partir de la maison et rester à l'école au cours de la journée et tout ça. Et cette question de la cantine scolaire que nous avons aujourd'hui, je pense que ça aide beaucoup de parents. Ça permet à beaucoup d'enfants de pouvoir encore rester dans l'enceinte de l'école et pouvoir qu'on puisse dire quand même restaurer entre midi et 2, tout ça. Je pense que c'est un effort
Même si ce n'est pas encore généralisé entièrement dans toutes les écoles, c'est déjà un pas. Et si on invite le gouvernement à continuer et pourquoi pas à permettre à ce que toutes les écoles quand même puissent réellement profiter de cette belle opportunité pour tous les enfants, parce qu'on ne pourra pas dire après que certains enfants béninois en ont bénéficié et d'autres non. Peut-être pour un début, on comprendrait, mais après, il faut quand même qu'on puisse généraliser et que tous les enfants béninois puissent être en possession de cette belle opportunité. Et quand on parle du projet H également, c'est un bon projet. Un projet qui devrait quand même faciliter beaucoup de choses pour beaucoup de Béninois. Mais encore, oui, ça cadre. Exactement, voilà, exactement. Et quand on voit également aussi les décisions du Conseil des ministres entrant dans le cadre du domaine sanitaire, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui viennent encore pour pouvoir faciliter cet objectif de développement. Et on espère que ça sera au profit de tous les Béninois et c'est le souhait de tout un chacun de nous. Il y a également que l'ODD 11, Villes et communautés durables, fait également partie de l'un des projets phares du gouvernement avec l'asphaltage aujourd'hui. Le cadre, l'assainissement du cadre de vie aujourd'hui qui quand même sont des projets très importants. Je pense qu'au début déjà des ODD, ça va être en novembre 2018, il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été faits pour pouvoir permettre à nos communes, les 77 communes, de pouvoir insérer les projets des ODD dans les PDC. Je pense que exactement, pour permettre à chaque commune quand même de pouvoir se sentir concernée par les actions des ODD. Donc je pense qu'en réalité, on est sur le chemin. Il nous reste encore assez de temps. C'est vrai que de 8 ans, c'est pas trop, mais quand même, en 8 ans, si on se décide et si on dit qu'on veut vraiment atteindre ces objectifs et permettre à chaque ville de pouvoir se dire, ben tiens, on veut arriver à atteindre cet objectif, ce serait bien. La dernière fois, moi, je partageais sur Facebook parce que je me suis retrouvée, par exemple, à Alabama, c'est un État des États-Unis, où ils sont vraiment philanthropes. Les riches de cette localité ne se disent pas qu'ils doivent attendre l'État avant de pouvoir développer les jeunes de cette localité. Ils se disent en réalité, nous avons déjà l'argent. Et nous devons permettre aux jeunes de cette localité de pouvoir se retrouver éduqués, de pouvoir se retrouver bénéficier quand même de bonnes grâces des personnes. Pour qu'ils puissent s'épanouir. Exactement. Donc je me dis, si dans chaque commune béninoise aussi, c'est riche, en griffe qu'on ne voit pas forcément, s'ils se disent aussi, ben, je tiens à ma communauté, je ne veux pas attendre forcément l'État d'abord dans ces 77 communes. Si chacun peut mouiller le maillot, je pense qu'on va pouvoir aussi y arriver. Alors, il y a l'accès à l'eau potable aujourd'hui. On a une agence qui est dédié uniquement pour donner l'eau potable aux populations, l'ODD 6 justement. Et aujourd'hui, avec l'évolution, avant 2030, on va y arriver quand même. Parce que nous, on s'est fixé comme objectif 2000 pour l'accès à l'eau potable. Je pense que le Bénin est en avant sur l'agenda 2030. L'agenda 2030. Ouais. Je pense que c'est beau, c'est un rêve. Et je pense qu'ensemble, on va réaliser ce rêve si nous le voulons. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire parce que même ici à Cotonou, il y a des localités qui ne sont pas encore réellement en possession de l'eau potable. Et la dernière fois où on était également sur Ganvier pour une visite touristique, il y a encore des coins recoins de ces villages lacustres. Je veux parler des villages Sceaux qui sont juste à côté de Ganvier. Bon. Tous ces villages n'ont pas encore l'eau potable comme cela se doit. Et puis, dans nos contrées ici, pas que sur les villages lacustres, etc., tous ne sont pas encore en possession de l'eau potable. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire également sur ces chantiers et on espère. Le chemin est encore long, mais il y a des raisons d'espérer. On y croit quand même, on y croit, on ne va pas perdre. On ne va pas perdre confiance, on y croit. Et je pense qu'avec la positivité, on va pouvoir y arriver. Et il faut que chacun mouille également le maillot. Et dans ce domaine aussi, il faut apprendre aux enfants qui ont cette grâce de l'eau potable de ne pas gaspiller l'eau. Parce qu'on voit l'utilisation rationnelle de l'eau. On voit des enfants, même des parents qui gaspillent l'eau. Et on n'apprend pas à l'enfant en réalité, toi tu l'as eu. Pense à l'autre
qui ne l'a pas encore. Pense à l'autre qui doit se laver également aux générations futures qui doivent venir après nous. Exactement. Quelle est la Terre et la planète qu'on veut laisser. Exactement. Qu'est-ce qu'on pense à cela? Donc, je pense que tout ça, on va... Cela appelle à la responsabilité de tous, de tous les Béninois. C'est justement ça qui met l'accent important sur l'appel mondial. Ce n'est pas qu'un appel des dirigeants, des gouvernants, c'est un appel de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. En fait, on est tous concernés. On est tous concernés. Et sur ce plateau, je peux même parler de l'ODD 5, l'égalité des sexes. Tout à fait. Si vous êtes là, je suis là. Absolument. Ça veut dire que l'ODD est respecté comme ça. Donc, Hervé Ligan, merci pour ce plateau décryptage. On a parlé des ODD, des objectifs du développement durable, de la mise en œuvre des ODD. On a fait le bilan au plan national. On a apprécié ce qui est fait. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous et excellente journée. Merci. On installe à présent le plateau du dossier de la semaine. En cette nouvelle rentrée scolaire, de nombreux apprenants sont obligés de reprendre la même classe parce que, malheureusement, ayant redoublé. Entre sentiment de colère, amertume, parfois inconscience, on se pose la question de savoir comment repartir sur de meilleures bases quand on est obligé de faire une seconde fois la même classe. On suit cet élément qui revient sur la rentrée scolaire, le temps d'installer notre invité. La rentrée scolaire 2022-2023 sous des trompes d'eau dans le littoral. La délégation constituée du préfet du littoral, du maire de Cotonou et leur suite ont parcouru l'école primaire publique de Bégamé Sud, le collège d'enseignement secondaire de Yagbé à Akpakpa et le lycée technique de Pondéou. Les enseignants sont à leur poste, les effectifs sont presque au complet et nous avons palpé le pouls, constaté le moral des troupes, aussi bien des apprenants que des enseignants, qui nous rassurent sur les perspectives et les espérances que nous avons d'une année apaisée, d'une année fructueuse. Une rentrée bien effectuée dans le littoral avec le soutien de la mairie de Cotonou. Beaucoup d'efforts ont été fournis. La municipalité de Cotonou a joué et continuera de jouer sa partition. La visite n'est pas que protocolaire. Ça nous a permis de voir un certain nombre de choses. Ça nous a permis de constater que nous devons travailler à pas faire dans les jours à venir un certain nombre de choses que nous avions fait. Il y a des remblais qui ont été faits, mais il faut continuer parce que la pluie de ce matin nous oblige à continuer. Tout est en place et les cours ont démarré réellement. Le gouvernement a mis à disposition des AME déjà et ils sont déployés dans tous les établissements. Il nous reste à faire le point au cours de cette semaine pour éventuellement combler les semaines à venir. Une année scolaire 2022-2023 bien partie dans le littoral, un des signes d'une bonne année. Et voilà le sujet de la rentrée scolaire et la place du redoublant. On en parle avec notre invité, Rodrigue Fatumbi. Il est analyste des questions éducatives. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner ce matin, Amandine Agnambossou. Bonjour. Bonjour à vous, Yvaïus Balogo. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. Le plaisir partagé. Et vous l'avez dit, on va parler de comment gérer les élèves qui ont redoublé la classe peuvent s'insérer plus facilement pendant cette nouvelle année scolaire. Docteur Rodrigue Fatumbi, bonjour à vous. Bonjour madame. Et dites-nous quels sentiments peuvent animer un apprenant redoublant qui se retrouve obligé de refaire la même classe. Je pense que c'est humain, une personne ayant redoublé, forcément reprendre n'est pas chose facile, mais il va devoir s'y habituer. Mais de côté, peut-être sa colère ou bien être animé de faire plus serait mieux pour lui. Mais comment il va se sentir? Est-ce qu'on peut déjà dire que pendant les 3 mois de vacances et qu'on sort, il a eu le temps de mettre dans sa tête, bon, ça n'a pas marché, l'année prochaine, je reprends la même classe. Est-ce que c'est aussi facile de s'adapter, de voir de nouveaux élèves dans la classe et oui. Je pense que redoubler n'est pas une fin en soi, redoubler aussi n'est pas aussi un acquis. Parce que durant les 3 mois de vacances qu'il a eu, ou 2 mois et demi de vacances qu'il a eu, il devait déjà avoir un travail fait
que ce soit personnellement ou aussi avec ses parents, qui devaient normalement l'amener à oublier, disons, l'année, à mieux se préparer pour l'année, disons, l'année prochaine, c'est-à-dire qui est déjà cette rentrée, par exemple. Donc, il doit pouvoir se dire, ne pas trop s'installer dans la zone de déjà vu ou déjà appris. Il doit peut-être se poser pour aller chercher, peut-être là où ça n'a pas marché. Peut-être si je prends un élève, par exemple, il doit pouvoir se dire quelles sont les matières dans lesquelles je n'ai pas réellement pu performer. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire pour pouvoir mieux performer et pouvoir améliorer mon rendement scolaire pour l'année scolaire plutôt. Mais est-ce que le redoublement n'est peut-être pas un avantage pour l'apprenant? Réponse systématiquement que le redoublement est un avantage. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, redoubler n'est pas un acquis. En fait, c'est pas parce que j'ai redoublé que je vais pouvoir me dire que l'année prochaine, je serai admis. Si je ne me prends pas au sérieux, si je ne me pose pas... Mais quand on se dit qu'on a déjà tout ce qu'on veut faire durant l'année scolaire, le programme, voilà, on maîtrise déjà le programme scolaire, on peut facilement se laisser aller. Se laisser aller, vous m'excusez, ça va être trop facile. L'apprentissage aussi, si on peut le dire ainsi, a aussi une vie. C'est que tu as appris et tu as aussi eu le temps d'oublier. Il va falloir réapprendre, pour pouvoir peut-être mieux assimiler. Donc si tu ne réapprends pas ce que tu as déjà appris, c'est sûr et certain que tu vas encore redoubler. On m'excuse, hein? Et le risque là également, c'est par exemple quand on prend les classes du collège et autres, si on ne vous redonne pas par exemple les mêmes professeurs que l'année dernière, chaque professeur avait sa méthodologie et autres, ou bien? Exemple simple, 19 septembre, peut-être 19 septembre 2021 n'est pas égal au 19 septembre 2022. Donc même si tu as eu les mêmes enseignants que l'année antérieure, ce n'est pas évident qu'au moment même de l'apprentissage, ils puissent te répéter exactement les mêmes mots ou peut-être t'expliquer de la même façon que l'année antérieure. Donc je pense qu'on revient toujours à une responsabilité de l'apprenant. Il va falloir qu'il puisse se remettre en cause. Il va falloir qu'il aille chercher en lui d'abord c'est-à-dire les efforts à faire pour pouvoir mieux performer. Ça, c'est clair. Vous savez qu'il y a de ces élèves, malgré tout l'effort fourni pendant toute l'année scolaire, il y en a qui se retrouvent devant le fait accompli. Parfois, tu te dis, j'ai tout fait pour aller en classe supérieure, mais quand le bulletin vient, tu constates que tu redoubles cette classe. Ça, c'est une étape qui est un peu compliquée à franchir. Oui, c'est un choc émotionnel. Et quel que soit ce que cet enfant ou cet apprenant va faire, c'est difficile de s'adapter dans sa nouvelle condition. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut dire que la réussite ou l'échec de l'apprenant est lié à plusieurs facteurs. C'est-à-dire, il y a les facteurs individuels qui sont liés à l'enfant même. Il y a aussi les facteurs environnement social, c'est-à-dire la famille. Il y a aussi l'environnement scolaire et même l'environnement institutionnel également. Quand l'enfant dit « j'ai peut-être tout fait, j'ai essayé », mais peut-être que dans ce cas, allons maintenant peut-être questionner l'environnement familial également. Quel est le niveau, quel est le degré d'implication de ses parents dans son parcours scolaire. Quand on parle d'implication, ça ne se limite pas seulement à l'achat de fournitures, ça ne se limite pas seulement à un appui financier, c'est-à-dire donner son petit déjeuner, le prendre un répétiteur. Mais ça va au-delà de cet appui financier. Il faut aller interroger comment est-ce que le parent, par exemple, questionne son enfant sur son quotidien scolaire pour pouvoir quand même l'aider à pouvoir identifier à lui-même ses besoins. Comment est-ce que le parent encourage l'enfant? Parce que, vous savez, parfois, l'enfant peut revenir avec une mauvaise note à la maison, mais compte tenu de son vécu à la maison, du partage peut-être avec ses frères qui ont ce jour-là où il a eu cette mauvaise note impacté sa posture et aurait influencé sa note. Donc,
il faut forcément, c'est que quand on prend l'aspect, c'est que quand on prend l'apprenant lui-même, quand on finit de pouvoir lui dire planifie-toi, prends-toi au sérieux, il faut aussi maintenant aller dire aux parents, impliquez-vous davantage dans le parcours, dans la vie scolaire de vos enfants. Et s'impliquer dans la vie scolaire de l'enfant, c'est par exemple mettre l'enfant à l'aise. Il ne faut pas qu'un enfant qui quitte l'école, qui vient à la maison, c'est peut-être il faut manger à temps pour pouvoir réviser, et les parents ne doivent pas tout le temps crier non plus, parce que quand vous êtes dans un environnement stressant, ça ne facilite pas les études. Disons-nous la vérité, ou bien j'ai menti. En fait, il faut superviser davantage l'enfant. Savoir par exemple ce que l'enfant fait quand il est par exemple en dehors de la maison. Quels sont les groupes d'amis qu'il fréquente. Établir des règles. Et maintenant, quand ces règles sont franchies, définir avec l'enfant les mesures punitives qui vont avec. C'est que l'enfant même sait pourquoi il est puni. Déjà, dialoguer avec l'enfant. Comment est-ce que ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Aller aussi à l'école. S'imprégner de la vie de cet enfant. Pour pouvoir savoir quels sont ses besoins. Parce que parfois, on va voir des enseignants qui vous disent, bon, ou bien le surveillant ou le censeur, qui peut-être, à force, puisque un parent qui est régulier, de son enfant, par exemple, amène de façon peut-être directe ou indirecte l'administration de cette école à avoir aussi un regard sur l'enfant. Et sur ce, ils pourront peut-être mieux renseigner pour dire, écoutez, votre enfant, quand on le suit, on constate qu'il a besoin qu'on puisse l'appuyer peut-être dans telle matière. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être lui prendre un répétiteur pour l'aider pour ses besoins par rapport à cette matière, ou peut-être, bon, écoutez, dans sa classe, il y a peut-être de ces élèves qui performent mieux. Est-ce qu'on ne va pas peut-être les mettre en groupe d'études pour qu'ils puissent l'aider à pouvoir relever ces défis en termes de meilleures notes dans sa classe? Et maintenant, malgré toutes ces précautions, même si l'enfant redoublait, quel est alors le rôle des parents vis-à-vis d'un enfant qui a doublé? Est-ce qu'il faut y aller avec, de le faire avec tout ce que j'ai dépensé? Tu reviens avec des notes minables, tu n'es même pas capable d'aller en classe supérieure. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réagir face à un enfant qui a redoublé? L'enfant qui... On ne décide pas échouer. Je ne pense pas qu'un enfant qui a pris son sac le 19 Paxé puisse dire, bon, pour cette année, je dois pouvoir redoubler. Ce n'est pas évident. C'est plutôt le parcours de l'année qui l'amène à pouvoir redoubler. C'est difficile pour un parent, vu ce qu'il a fait comme dépense. Mais dans le même temps, il faut d'abord, puisque c'est l'enfant qui a joué, il faut d'abord le soutenir. Il faut l'encourager. Il faut le motiver afin qu'il soit mobilisé davantage pour d'abord sa cause, c'est-à-dire sa réussite, et aussi pour pouvoir faire plaisir à vous qui êtes ses parents l'année prochaine. Donc il ne faut pas forcément aller avec des injures, aller avec de la pression. Le faisant ainsi, on amène l'enfant à pouvoir se sous-estimer, à ne pas... C'est que cette remise en cause qui devrait normalement faire, qui doit l'aider à aller normalement même le doigt se renfermer davantage. À se renfermer davantage, et il va peut-être se sentir inutile et se décourager. Peut-être il va se dire, le mieux peut-être c'est que j'abandonne pour éviter à mes parents des dépenses inutiles sur moi. Et en tant qu'enseignant, par exemple, je viens dans une classe, j'ai plusieurs catégories d'apprenants, hein. Ceux qui viennent fraîchement, là on est tout excité parce que bon, on est nouveau. L'autre qui a redoublé, qui connaît la classe, est-ce qu'il y a une différence à faire? Quel comportement cet enfant et cet enseignant doit faire pour pouvoir amener à mélanger, par exemple, les apprenants, pour qu'il n'y ait pas de discrimination? Je pense que l'enseignant doit pouvoir rester dans son rôle, doit être neutre. Il a une classe, il a des élèves. Son objectif, c'est comment amener chaque apprenant à pouvoir atteindre l'objectif minimum visé pour ce qui est du passage dans la matière. C'est amener chaque apprenant à avoir tout au moins les 10 par matière qu'on demande. Il n'a pas à faire de la discrimination, il n'a pas à dire que voici
disons, les anciens, voici les nouveaux, j'ai plus à faire aux nouveaux parce qu'ils ont la mémoire fraîche. Non. Il doit pouvoir accompagner chacun. Il faut même peut-être demander un appui, un travail de plus à l'enseignant, à peut-être motiver davantage ses redoublants qui peut-être n'ont pas eu cet appui de la maison. Parce qu'après tout, l'enseignant, bien qu'il soit enseignant, il est aussi parent dans une certaine mesure. Donc c'est peut-être un travail de plus qu'on peut, dans une certaine mesure, demander à l'enseignant, de ses redoublants, qu'il essaie peut-être de les motiver davantage, de les encourager à mieux faire pour qu'à la fin, tous, y compris nouveaux et anciens, aient de bons résultats. Mais non, sur le terrain, on n'assiste pas souvent à tout ce que vous venez de dire. Il y a des enseignants qui humilient même les redoublants. Voilà, et cela pose la question même peut-être de la formation des enseignants sur la pédagogie qu'il faut avoir avec les enfants. Et là, ça remonte un peu plus haut au niveau des gouvernants qui, dans les politiques qu'il faut mettre en place, ne pensent peut-être pas à cet aspect. Oui, c'est normal. Il faut... Bon, un enseignant veut dire un type d'homme. Un type d'homme forcément avec son caractère. Il faut forcément que dans les centres de formation, on puisse parler de la pédagogie différentielle aux enseignants, qui sachent que un apprenant apprend avec un rythme donné. Il faut forcément que l'enseignant arrive à s'adapter à sa classe et à adapter aussi son rythme à dispenser le cours également au rythme d'apprentissage de ses apprenants. Puisque son objectif, c'est qu'à la fin, il ait de bons rendements dans sa classe. Ce n'est pas que quand les enfants performent, c'est aussi à l'actif de l'enseignant. Quand ils ne performent pas, c'est aussi à son actif. Ils doivent forcément se remettre en cause. Si à la fin, ils n'ont pas de bonnes... Mais attendez, c'est que s'ils n'ont pas de bonnes moyennes, c'est que lui-même, en tant qu'enseignant... Il a échoué quelque part. Il a utilisé une méthode ou une pédagogie qui n'a pas permis à ses apprenants de pouvoir quand même assimiler ce qu'il a dispensé comme cours. Donc il faut forcément que l'enseignant puisse, plutôt de pouvoir se mettre à peut-être dénigrer ou à classifier de ses apprenants, à être pour ses apprenants, d'abord l'enseignant et aussi le parent qui quand même mobilise, conseille et encourage. Et les nouveaux élèves? Oui, les nouveaux élèves, ils n'ont qu'à rester dans leur... On a l'habitude souvent de se moquer des anciens et quand on vient dans la nouvelle classe... Le redoublant va s'asseoir derrière, les nouveaux sont devant avec, si tu as la malchance même, et qu'on ne te renouvelle pas ton kaki, ton fils, on te reconnaît de loin, les nouveaux sont devant avec... Voilà, tout est neuf. Moi qui ai redoublé, par exemple, je suis derrière et j'observe. Et quand tu ne sais pas faire, c'est ceux qui sont devant qui te naguent. Parce que quand tu redoubles, on estime déjà que tu es un vieux à la classe ou une vieille dans la classe. Donc les autres sont devant, on te nague. Est-ce qu'il faut avoir de ces comportements avec un camarade qui a redoublé? Est-ce que ce n'est pas déjà dès la maison? C'est une question d'éducation, je pense. Oui, mais comme le dit, on a tellement de nos adages là qui le disent, ces gens, quand tu ne sais pas trop... Celui qui n'atteint pas l'autre rive ne se moque pas de celui qui se noie. Merci beaucoup. tu viens de la classe fraîchement, tu ne maîtrises pas, c'est peut-être que tu as le programme, mais tu ne maîtrises pas le contenu, peut-être des chapitres, la taille des cours, la pression des cours, et tu te mets peut-être à te moquer de l'autre. Alors, quand on va se mettre dans l'activité, tu vas peut-être commencer par raconter les mêmes difficultés que l'autre, et en ce moment, peut-être que lui, il s'est ressaisi, il a mieux attaqué ses cours, il anticipe peut-être ses cours parce qu'il a déjà eu peut-être, il a son cahier ancien là, il essaie peut-être d'anticiper son cours, d'anticiper ses besoins, ce qui peut-être lui amène à peut-être mieux comprendre les cours. Et toi, c'est en ce moment tu découvres le cours et voici que tu t'es déjà moqué de lui en début d'année ou bien en début de semaine. Alors là, tu ne pourras pas être en mesure d'aller vers lui, de te rapprocher vers lui pour peut-être lui exprimer tes besoins. Il faut forcément que le nouveau
puisse lui aussi se prendre en charge, ne pas se moquer de l'autre. Échouer n'est pas une fin en soi. Échouer, c'est pas destiné à une seule personne. On peut tous échouer, on peut aussi tous réussir. Et oui, et en tant qu'élève redoublant, qu'est-ce qu'il faut faire à son propre niveau face à cette situation? Il faut, comme je l'ai dit au début, il faut se ressaisir. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut aller voir où est-ce que mes difficultés ont commencé l'année antérieure. Comment est-ce que je dois pouvoir faire pour anticiper ces difficultés? J'aurais besoin de qui pour anticiper ces besoins? Ce sont des questions que doit normalement se poser le redoublant pour pouvoir mieux performer. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces apprenants qui viennent de reprendre le chemin des classes pour réduire, je ne vais pas dire, et pour réduire les échecs scolaires? Planifier son temps. C'est-à-dire? Avoir un organigramme d'apprentissage donné, et l'apprenant et avec les parents. Peut-être je reviens des cours. Si j'ai de mes petits travaux à faire, je les fais. Si j'ai un temps de repos, je me repose et après, j'attaque mes cahiers. Je finis peut-être, si c'est à 22h30, je finis. Si c'est peut-être le temps de pouvoir peut-être échanger un peu avec les parents de la journée, tout ça, je le fais et après, je vais me coucher pour pouvoir avoir de l'énergie, peut-être et aussi avec me réveiller pour le lendemain et me préparer pour le coup de la journée suivante. Donc, il faut forcément planifier son temps d'apprentissage. Il faut avoir on a le temps d'apprentissage et aussi il faut aussi avoir aussi son temps pour ses loisirs. Parce qu'à un moment donné, il faut forcément aérer le cerveau pour pouvoir lui apporter de nouvelles apprentissages. Et aérer le cerveau, ça ne veut pas dire qu'il faut passer tout le temps devant la télé et la rentrée. Là, il faut limiter les temps de télé, les temps sur le téléphone et consort. C'est clair, il faut forcément limiter. Parce qu'aujourd'hui, avec les Android, vous voyez les enfants avec les Android en main, tu demandes, on dit non, c'est le maître qui nous a dit de faire des recherches, je suis sur Internet. Bon, tout ça va dépendre de comment est-ce que chaque parent arrive à structurer le temps à l'écran de son enfant. Il faut forcément réduire ça. S'il faut, oui, bon, aujourd'hui on est à l'ère du numérique, il faut forcément que l'enfant aille faire de ses recherches. Mais il faut aussi avoir un regard sur ses recherches pour quand même permettre à l'enfant d'aller réellement chercher l'information dont il a besoin pour ses apprentissages. La responsabilité des parents est engagée. Vice Balogun. Amandine Nyambosso, merci. Je retiens avec Dr Rodrigue Fatoumbi qu'il faut dédramatiser la situation, il faut faire un bilan personnel, il faut se fixer des objectifs, planifier son temps, avoir un organigramme et surtout se mettre à fond pour réussir l'année scolaire. Merci Dr Rodrigue Fatoumbi d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dimanche prochain.